On va faire un petit tour de table. D'abord, bienvenue à Rémus et félicitations pour ta montée. Encore un club qui monte en Fédéral 2. Putain. Oui, merci. Bon, voilà, on a passé par la petite porte, mais bon, on est passé. C'est Bon, ben essentiel. c'est cool, c'est cool. À la toute première session, il y avait Domont qui monte, la CBB qui monte, Servette qui monte, et maintenant il y a toi. Il y a 4 clubs qui montent sur les trucs, quoi. Donc, ben, tu vas te présenter auprès de tout le monde. Aujourd'hui, on est sur le thème animation offensive. Comme d'habitude, après la présentation, j'ai deux clips, hein. J'en ai un sur l'animation offensive devant la défense et un sur le soutien, les rôles de soutien devant et derrière la défense après franchissement. Ok, on attaque. On se commence tout ça par le petit tour d'écran habituel. En haut à gauche, je vois. Ah ben Aurélien, il s'en va. Tant pis. Non, non, je suis là, je suis là. Allez, vas-y, attaque. Ah, bonjour. Alors, Aurélien, je suis actuellement en Italie depuis 5 ans et j'entraîne à Romagna, qui est une sélection, et c'est au niveau fédéral 2. Parfait. Sébastien? Bob, je suis là, oui. Allez, Donc, Sébastien, moi, je suis en Auvergne, tout près de Romagna, mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. J'entraîne un club de pré-fédéral. Et voilà, après, j'ai beaucoup j'ai beaucoup entraîné sur des jeunes et des sélections, et à 15 et à 7. Okay. François? François, j'entraîne les moins de 21 à Bayonne. Et voilà, avant, j'ai fait pas mal de Fédéral 2, Fédéral 1, et voilà, dans le sud. Okay. Parfait. Rémus, à toi pour conclure. Moi, je débute dans l'entraîneuriat depuis 3 ans à Barbezieux, 4 ans à Barbezieux, et voilà, Fédéral 2 maintenant. Ok, parfait. Donc, il manque un intervenant. Je ne sais pas s'il a des soucis de connexion. On commence et il se présentera durant nos échanges si nécessaire. Donc, si vous êtes OK, je vous mets un peu d'animation offensive. Je vous agrandis ça. On abaisse le son, c'est parti. Donc, c'est un thème qu'on a déjà traité, hein. Il y a déjà eu une visio là-dessus. Nous, on va essayer de reprendre un peu la thématique et la structure de nos échanges de la dernière fois. On avait commencé par ce qui semble une évidence d'ailleurs, ou je ne sais pas, mais l'animation offensive dépend-elle de la circulation? C'est-à-dire, est-ce qu'en préalable, vous mettez en place dans votre entraînement la circulation offensive et ensuite vous parlez de relance, ou les relances sont indépendantes de la circulation? Donc, est-ce que d'abord, par exemple… Vas-y, François. Ouais, oui, bien sûr. Enfin, je pense que la relance est évidemment liée à la zone dans laquelle on va jouer et par rapport au soutien qu'on a. Maintenant, c'est surtout lié dès le premier temps. Comment est-ce qu'on va estimer quelle est la vitesse de sortie de balle, quel va être l'avantage ou le déséquilibre qu'on a créé dans la zone dans laquelle on a voulu jouer. Et à partir de là, effectivement, il y a différents types de relances en fonction déjà des équilibres créés. Bon, est-ce qu'on va pas repartir sur des choses très, on va dire, très organisées. On est plutôt sur des jeux désorganisés et il faut que, enfin, en ce qui me concerne, il faut que là, le joueur qui relance et les soutiens agissent de manière à ce qu'il y ait le plus d'efficacité possible dans la relance. Ok, donc oui, bien évidemment, on va y arriver, hein. La relance dépend de la situation de sortie, hein, du ruck, hein, du ballon, hein. Mais la circulation, c'est le positionnement à l'avance des joueurs, hein, ou par zone, ou par cellule, ou je ne sais pas, chacun. Est-ce que c'est un préalable pour vous et vous le travaillez très en amont avant de parler des relances? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est indépendant, c'est-à-dire que vous avez des cellules de relance? Peu importe, savoir quels sont les joueurs qui devraient y être, hein, c'est tous les joueurs qui se présentent font ce type de relance-là. C'est pas lié à la circulation offensive. Aurélien? Ouais, écoute, c'est vrai qu'on a pas mal bossé la circulation, donc je me retrouve dans ce dans ce que tu es en train de demander. Au niveau d'animation offensive, comme on a vu sur les clips, et on est pauvre de ce côté-là. On n'avait pas cet argument-là dans la tête, on ne l'a pas travaillé, mais c'est clair qu'en voyant ça maintenant, je peux te dire, oui, nous, on circule pas trop mal,
Mais par contre, au niveau de l'animation offensive, on est pauvre. Donc, avoir une bonne circulation, les positions des joueurs, des préactions et tout ça, là, on va pouvoir bosser quelque chose parce qu'avec une bonne base de circulation. Mais c'est clair que pour moi, le primordial, c'est la circulation. Je comprends. Pour peut-être, là, j'ai retrouvé la France. Vous voyez là la France? Ouais. Oui. Ouais. On va voir une séquence où peut-être les relances après les blocages, après les rucks, ne dépendent pas de la circulation, mais dépendent tout simplement du mouvement général, hein, et de l'adaptation de tous les joueurs, hein. Donc, c'est assez différent, assez différent, hein. Donc voilà, donc récupération. Et là, c'est bien une relance, hein. On joue, hein, le ballon, hein, après un ruck, hein. Là, On voit typiquement que la réaction du joueur qui ne c'est pas qu'il réfléchit pas, c'est qu'il se dit le ballon est disponible, il n'y a personne dans l'axe, hop, je prends, je ramasse et je vais dans l'axe. et le C'est premier du jeu qui en se présente lecture et fait la c'est super relance. bien joué. Ouais. Je veux dire, c'est bien joué, c'est du jeu en lecture qui est intelligent. Aujourd'hui, on a trop souvent, je trouve, tendance à se rassurer en ralentissant le jeu pour repartir sur des ballons lents parce que ça nous rassure ou parce que ça rassure nos entraîneurs ou nos avants ou je sais pas qui. Mais souvent, et notamment quand on a des nous dans nos divisions, que ce soit en fédéral ou en espoir, comme j'entraîne, je préfère moi les joueurs qui soient capables de lire et ne pas les habituer à des structures figées que voir trop souvent ce que je vois, quel que soit le niveau d'ailleurs, avec des mecs qui, hop, ballon là, on met le pied sur le ballon, on voit le neuf qui met le pied sur le ballon, et automatiquement, on repart sur un bloc de 3, boum, point de fixation, on passe par le sol, on relève avec un autre bloc, et franchement, on a été trop longtemps pollué en France avec ça. Enfin, après, c'est une question de philosophie, il n'y a pas de jugement, hein. Donc, il y a ceux qui aiment bien avoir des joueurs préplacés, et on sait qui va faire les relances dans quelle zone parce qu'ils sont en théorie déjà là, enfin, on les a prévus là. Et puis, il y a des séquences, hein, comme ça, hein. Ça ne veut pas dire que c'est tout le match, hein, mais il y a des séquences où clairement, le premier qui arrive, main sur le ballon, donne au second qui arrive et qui fait quelque chose, ou qui enfin, ce n'est pas lié à la circulation, là. Là, la relance, c'est typiquement pas lié à la circulation. Voilà, donc je reviens là-dessus. Dans quelle philosophie vous vous reconnaissez? Et d'après vous, est-ce que ça dépend des situations de match, des zones de terrain? Voilà. Est-ce que c'est des cultures? Ouais, je crois que c'est aussi une culture. Moi, je sais que moi, je travaille au. C'est le niveau amateur aussi. On ne peut pas toujours les positionner. Il faut qu'ils soient intéressés parce qu'ils viennent pour jouer, avoir du plaisir. Donc, essayer de faire en sorte que chacun soit capable d'être polyvalent et en tout cas de la suppléance, comme on peut dire. Quel que soit, c'est pas le numéro que porte dans le dos le joueur, c'est vraiment l'endroit où il est dans le jeu. Donc, la circulation, nous, on la travaille pas trop. Parce que justement, on est plus sur une cellule ou sur un jeu qui, on est là à ce moment-là, on n'a pas le temps d'attendre le copain qui peut-être c'est pas pointé à l'entraînement de la semaine, il va être en retard le dimanche en deuxième mi-temps, et donc c'est celui qui est là qui prend les initiatives, puis c'est même plus les intéressés, tu vois, ils viennent pour jouer, donc il faut leur donner du peu. Et souvent, ce que j'ai constaté moi, c'est ce que disait mon collègue juste avant, on stéréotype, en tout cas, ils voient le rugby actuel peut-être, et c'est toujours sans jugement, on stéréotype un petit peu trop, et je les vois s'engager, prendre des initiatives quand on fait des touchés, tu sais, des fois. Ouais. C'est-à-dire quand il n'y a pas de match à l'entraînement, ils sont capables de faire ces séquences-là. Et donc, souvent, on a ces discussions en disant, mais c'est ça qu'on attend. Pourquoi vous ne le faites pas en match? Et en match, ouais, c'est peut-être, pourtant, il n'y a pas non plus la pression on n'est pas une grosse équipe. Donc, mais ils préfèrent se rassurer en venant sur des choses. Voilà, ils ont besoin de mots comme circulation, qui fait quoi. Et alors que quand ils font des jeux un peu ouverts à l'entraînement, là, c'est prise d'initiative. Ils savent le faire, donc, mais ils n'arrivent pas à passer ce pas, chez moi en tout cas. Ok. Quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un a d'autres commentaires sur ça, sur ces deux approches-là, hein, une approche un peu plus adaptative, effectivement, pas de numéro dans le dos, pas de zone, où la cellule, c'est les premiers qui arrivent, et puis quelque chose de plus structuré, dont dépend en premier la mise en place de la circulation. Est-ce que vous avez d'autres compléments? Pour moi, structuré, c'est surtout quand sur les phases statiques, quand on sait que voilà, le joueur adverse va taper, donc on sait à peu près le placement qu'on a. Donc là, tu peux travailler un petit peu, dire voilà, les centres et cartes, soit où on joue sur le petit côté, ce que je leur donne en général, comme voilà, si c'est dans l'axe, par exemple, de la mêlée,
le 9 tape, je sais que je fais une passe et après je reviens de petit côté parce que Ça c'est stéréotypé, c'est le jeu programmé sur lancement. Voilà, Mais après un lancements. ruck, après un ruck. Mais après un rock, c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert. Donc, c'est au feeling un peu des joueurs qu'on a. Tu n'as pas travaillé, toi, au niveau fédéral 3, la circulation, c'est-à-dire les joueurs, après le lancement, ben, les troisièmes lignes restent sur les bords, les avants vont ici. Tu n'as pas préparé. Un petit peu, mais ça rentre pas trop dans le. D'accord. Voilà. J'avais du mal à le mettre en place, donc du coup, voilà, on a plus ou moins zappé. Ok. Donc, par contre, nous, on a travaillé la lecture justement de la libération de balles. Si c'est bloqué, si on est efficace et tout ça. Et du coup, les joueurs qui arrivent sur le ruck doivent être capables de voir si le ballon est libre, si on peut le partir directement ou venir en blocage, conservation. Voilà. Conservation. Et ça, donc, tu vois, je te disais, on a bien travaillé la circulation et la lecture sur le ruck. Ouais. Et derrière, en animation offensive, on n'a pas fait le pas de travailler différentes animations offensives. Mais par contre, là, être capable de voir si on a avancé ou pas assez. D'accord. OK. Michel, c'est simplement pour approfondir ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que quand j'entends ce que tu dis, moi, il y a les rucks qui sont entre guillemets prévus, c'est-à-dire après un lancement de jeu, comme une touche, tu vois, où effectivement, tu vas dire, bah voilà, le bloc de saut qui n'est pas concerné va aller à tel endroit. Et après, il y a les rucks qui sont dans le troisième temps de jeu, où là, effectivement, on est dans la. Mais les premiers temps de jeu, c'est là où ils sont intéressés par savoir qui doit faire quoi. Et après, c'est jeu ouvert. OK. Donc, il y a un petit peu des deux, quoi. OK, jeu libre. Et ensuite, donc ce jeu libre dépend de ce que disait Aurélien, à savoir ballon très vite libéré, même s'il y a passage au sol très vite libéré, qu'est-ce qu'on fait quand c'est extrêmement rapide et qu'il y a une notion d'avancée, éventuellement une notion de franchissement, c'est-à-dire au moins passer derrière la ligne des épaules adverses. Enfin bon, donc ces situations de lecture-là vont amener différents types de relances. On peut faire un petit tour d'écran là-dessus de vos principes de relance. Quelqu'un veut commencer? Ouais, je veux bien prendre la parole. Vas-y, François. Dès qu'on rentre, moi, là, ce qui est super important, c'est, alors d'abord pour le soutien, la capacité de lecture de la position du porteur, à savoir est-ce qu'il a les bras libres, est-ce qu'il est disponible pour faire une passe, et est-ce qu'il peut la faire, quelle est l'orientation de son jeu, de sa course, etc. Et derrière, toute la communication qui va être associée. Ça, c'est un travail. C'est colossal. Je dirais que c'est même le travail de tout qui va depuis l'école de rugby jusqu'à un truc. C'est la deuxième partie de nos échanges. Si on a le temps, la deuxième partie sera consacrée à la connexion porteur et soutien offensif dans les animations, justement. Donc ça, c'est très, très important. Tu as raison. Ouais, c'est fondamental. Et donc ça, c'est plutôt pour le jeu devant, dans la défense. Et sur le jeu devant la défense, alors tout va dépendre en fait de la nature de la défense. Comment est la défense, quelle est la vitesse avec laquelle je vais aborder la défense en tant que porteur. Voilà. Moi, j'aime bien, surtout face à la défense épaisse, j'aime bien demander à mes porteurs de balles de travailler, quand on va travailler dans le sens du jeu, d'associer le travail de direction de course, le travail d'appui, avec le sens de libération du ballon. D'accord. Tu vois, quand on va aborder un contre. Donc, tu parlais d'adaptation des soutiens par rapport au sens de libération du ballon. Ouais. Alors ça, c'est surtout quand on est face à une défense épaisse, on va dire dans des zones proches. Tu vois, pour essayer, moi, de mon idée finale, elle est toujours sur un ou deux rucks très furtifs, remettre de la vitesse pour recréer un petit déséquilibre et ensuite transformer le jeu. D'accord. Voilà, c'est une situation très spécifique. Ok. Moi, par rapport à cette situation, bon, c'est tout simple qu'on leur demande, dès qu'on a franchi, de venir assez main-main, donc toujours continuer dans ce dynamisme parce qu'on a quand même un petit peu de vitesse, donc on est passé de l'autre côté. Quand c'est sur la même ligne, jouer quand même main sens, et donc là, c'est pas le ballon qui est important, c'est plus notre joueur qui est le porteur, donc on va plus le pousser pour, pareil, gagner, enfin, mettre de la densité, donc pour avancer un peu plus.
parce que c'est dense et donc c'est sur la même ligne. Et quand on prend la foudre, quand on est en dedans de la ligne d'avantage, ce que je leur demande, là, je systématiquement presque de changer de sens, de revenir dans le petit côté. D'accord. Quasi Voilà. systématiquement. Ok, c'est un principe. Ok, parfait. Très bien. Ouais. Seb, Aurélien, sur ce sujet-là, les 3 situations, vous voulez Ah, moi, je te compléter? disais, on a vu qu'on a demandé qu'ils prennent la lecture sur si on avance ou moins. C'était ça déjà le gros boulot par rapport à nos joueurs, aux compétences de nos joueurs. Donc, ils doivent être capables de reconnaître si on a bien avancé ou pas. Et donc, à ce compte-là, si on a bien avancé, et on fait 2 passages et on va loin. Ok. Là, tu écartes très loin. Ouais, ouais, ouais. Et puis si on n'avance pas beaucoup, que le ballon ne sort pas vite, ben, on reste là, quoi. On joue à une passe et on essaye de remettre de la vitesse, quoi. Ok, parfait. Donc, lent dans la défense, on va repartir sur une cellule. D'accord. On va essayer d'aller attaquer, tu vois, peut-être enfin, en fonction de comment est placé le rideau en face, plus ou moins proche du ruck. Si jamais il y a de la vitesse, et ben, comme l'a dit Rémus, je crois, on va essayer de garder de la vitesse justement et demander main en tout cas ce que les joueurs se proposent sur la ligne pour venir continuer à enfoncer le clou. Après, moi, je vois je préfère leur parler de 2 situations. Ça reste, voilà, je préfère que c'est ou vite ou lent. D'accord. Ok, parfait. Voilà. C'était Je des corrige, exemples, hein, c'était Michel, pour excuse-moi, pardon, Ouais, ouais, bien sûr. prendre quelques mais situations typiques. Pardon? je corrige, excuse-moi, mais j'avais dit que si c'est un ballon rapide, on va dehors, on écarte. C'est pas vrai puisqu'on a demandé. Il y a aussi le fait qu'ils prennent, ils peuvent partir, hein. Quand tu as breaké, on va voir hein, sur les principes d'action possibles, mais quand tu as breaké et tu parles de convergence, et après maintenir la même forme de jeu, si tu es pénétrant et que tous les défenseurs sont dans ton dos, voilà, si tu écartes, tu as éventuellement des coups, des passes qui vont être récupérées par des défenseurs en repli, des choses comme ça. Mais bon, oui, après, c'est des choix. Voilà. Mais en général, effectivement, on maintient tant qu'on le peut, tant que le ballon est rapide, la même forme de jeu après franchissement. Quand il est arrêté, on voit. On peut dézoner peut-être. Mais là, on est dans un thème un peu plus lointain par rapport à notre sujet du jour. Donc, on va creuser sur cette première partie-là les aspects donc, de relance dans un système un peu organisé. Donc, on va parler de balle lente avec une cellule de relance sur balle lente et une balle rapide avec des joueurs préplacés. Donc, est-ce que vous faites des balles rapides avec des joueurs entre le 9 et le 10 ou vous mettez vos avants après le 10 et vous avez une cellule de relance à ce moment-là plutôt milieu de terrain qui permet soit de pénétrer milieu, soit d'aller large. Okay. Voilà, on va parler donc de structure de relance. Question, quelle structure avez-vous de relance? Est-ce que c'est une structure en triangle? Vous donnez à qui? Vous donnez au premier, vous donnez au second, vous donnez, peu importe, hein, celui qui se présente ou appelle. Est-ce que vous avez une structure en râteau avec des joueurs plutôt sur la même ligne, même si les retraits et les profondeurs sont différentes, hein? Est-ce que vous avez quelque chose qui attaque vraiment en râteau? Autre formule, voilà. Quelles sont vos structures de relance? Balle lente et balle rapide. Alors, je vais commencer. Oui. Donc, sur ballon-là, c'est vrai qu'on utilise principalement une relance de jeu avec un bloc de 3. On privilégie la passe aux joueurs du milieu. On ne s'interdit pas la passe non plus aux joueurs à l'extrémité, à l'extérieur, pardon, le troisième à l'extérieur, justement pour aller jouer sur l'extérieur de la défense, dans la zone un petit peu fragile qui est en général à l'intérieur du 10, à l'extérieur du bloc défensif. Sur balle lente, hein, sur balle lente. Ouais. Donc, tu as un 9 qui peut servir le 2 ou qui peut servir le 3. Tout à fait. D'accord. Et on a des fois des articulations entre, on envoie le ballon au joueur du milieu, au 2, le 3 passe en couple et le 1 vient dans le dos du 3. Bon, on le retrouve un peu partout. Hein. Et, non, pas partout, mais on peut le retrouver. Ouais. Et le 2, donc, a le choix de jouer soit avec le 3 en couple, soit avec le 1 qui est passé dans son dos. Ça crée souvent des petits déséquilibres et bam, on arrive à casser les lignes de défense avec ça. D'accord. Ça, c'est sur ce ballon-là. Et évidemment, la structure où le 10 est dans le dos du 2, et il appelle le ballon, quand le 2 a le ballon, il appelle dans le dos. D'accord. Pour jouer dans une zone large.
D'accord. Voilà. Ok. Le bloc de 3, on le met aussi après le 10, parfois. D'accord. Dans la même organisation. Ouais, Pareil. 9-10. Et le 10 va jouer plutôt avec le joueur du milieu du bloc. D'accord. Le joueur 1 est ignoré après la cellule, dans la cellule après le 10. En règle générale, on évite de le toucher. Ouais. D'accord. Parfait. Ok. Mais après le 10, c'est assez dur, hein, parce que la défense, en principe, elle monte fort et c'est pas évident à mettre en œuvre. D'accord. Parfait. C'est des, c'est des cellules que j'avais essayé de mettre en place en Fédéral 2 et je m'étais heurté un petit peu à des difficultés de lecture et on va dire, de maîtrise technique des joueurs. L'an dernier, j'étais à Orthez l'an dernier et on avait des difficultés avec ça, donc on avait simplifié au maximum. Mais on cherchait systématiquement à chercher les joueurs du milieu quand même. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si tu es prêt, Rémus, mais je vais peut-être te solliciter parce que donc la fois où je suis venu chez toi, j'avais vu des systèmes de relance assez intéressants, assez innovants même pour la Fédérale 2, avec des systèmes de coupe et de dos, justement, hein, dans les cellules avant. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc sur les trucs statiques, on va dire où c'est très lent, les départs très lents, c'est plus positionnement de râteau avec le troisième de l'extérieur qui vient couper et le 9 a le choix donc soit donné à celui-là, soit donné dans le dos au deuxième. D'accord. C'est le 9 qui donne. En fait, Qui donne contrairement à ce que disait François, François, lui, il y a la passe du 9 pour l'avant et il y a le coupé d'eau après l'avant. Alors que là, c'est le 9 qui choisit coupé d'eau. C'est le 9, voilà. Je privilégie surtout le 9 et le 10 voilà, dans mon jeu de ceux qui choisissent. C'est presque des mecs qui viennent et après, c'est eux qui font des choix. Voilà, ils ont 2 ou 3 choix. Donc le 9, soit c'est le troisième qui vient couper, soit ils donnent le deuxième pour justement, ça fait pas écran, mais oui, le troisième, ça fait la passe derrière le troisième. Et toujours pour avoir une course à l'extérieur donc parce que c'est très dense, donc aller vers le 10, donc si on peut choper un troisième un trois quarts et le centre en plus qui vient pour une passe de plus voilà pour le deuxième. Ok. Si je me fais comprendre. Non, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que c'est vrai qu'au niveau fédéral 3, j'avais trouvé ça très osé, on va dire, hein, très audacieux, très intéressant parce que le principe, c'était de mettre beaucoup de vitesse à l'extérieur du garde 2 ou du garde 3, quoi, en fait. Hein, donc, Voilà, le but c'était voilà, surtout privilégier le 2, bon, voilà, le 2 avec le centre pour vraiment faire un truc très furtif et voilà, accélérer le jeu. Ok. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Sur la relance, c'est une balle lente, hein, on est sur balle lente. Voilà, je peux faire un petit dessin pour que ça soit plus clair. Pendant que tu dessines, est-ce que quelqu'un a des structures, donc cellules, balles lentes différentes? Là, on a abordé donc la structure un peu en triangle avec passe par un avant et l'avant choisit coupé d'eau sur le 3, hein, enfin 3 et voilà. Rémus indiquait, lui, il y avait un choix du 9 pour enlever une passe. C'est en une seule passe qu'on crée l'animation, un coupé d'eau. Voilà. Ah ben voilà, on y est, parfait. Donc, voilà, le 9, on a la structure de 3 personnes ici. Le troisième qui vient couper. Et le 9, donc, on lui fait directement la passe. Et soit il donne au deuxième qui vient voilà, par derrière, plus le 12 qui vient voilà, avec une passe supplémentaire. Donc, il n'y a pas de passe par l'avant, sauf si ça sort en 12, en fait. C'est le 9 qui choisit la coupée d'eau. Voilà. Sur balle lente. Et tu as constaté quoi donc, d'abord, les joueurs comprennent et le font en match. Et ça marche comment au niveau fédéral 3 là, J'ai pas eu de soucis et c'est juste bon, deux, trois fois où l'arbitrage m'a sifflé comme quoi il y a passage à vide. C'était un peu limite. Mais après, ça marche bien parce que même le troisième, bon, en général, quand on est en défense, on est quand même concentré sur le premier, deuxième. Donc, on voit pas voilà, souvent le troisième qui vient de l'extérieur. Et donc, du coup, ça surprend. Et donc, cette petite surprise, ça permet quand même d'avancer et d'aller voilà, de passer dans l'intervalle un petit peu, donc de créer cette cassure. Et après, oui, la grosse surprise, c'est le deuxième qui peut faire la passe au centre. Là, en général, ça franchit ça, c'est mortel. systématiquement. Il faut que tu aies des joueurs à droit quand même. Hein.
prendre un ballon d'un 9 sur une passe un peu plus longue. D'habitude, sur balle lente, on a une Voilà. cellule Donc, qui est éloignée, mais c'est un ballon dynamique quand même. Hein. La cellule est lente, mais c'est un ballon dynamique, quoi. Donc, il faut prendre et donner. Ben, on travaille beaucoup. Hein. Système, on a travaillé presque à tous les entraînements. Voilà. Ok. Ce genre de cellule, d'un point de départ important pour nous. Okay. Ouais, j'avais vu les Irlandais faire à peu près le même style de relance, sauf qu'ils le faisaient avec le deuxième. Et c'était pas mal parce qu'il y avait le deuxième qui venait en coupe et il croisait avec le premier. Et après, il y avait le troisième qui venait en coupe qui croisait avec le 10. En fait, ça faisait un X. Ça faisait un X en fait. 2X, ouais. D'accord, d'accord. 2 fois 1 plus 1, quoi. Ok. C'est ça, ouais, exactement. D'accord. Bon, il y a plein de choses. Une question technique, mais au niveau je pense que ce qu'il y a d'assez difficile, c'est au niveau des timings, des repères de timing, là, pour le départ des joueurs, à quel moment, le 9. Quels sont les repères qu'on peut donner? Ben, en fait, voilà, le repère, c'était surtout le troisième qui déclenche, parce que c'est lui, voilà, il déclenche dès qu'il a le 9 a les mains sur le ballon, il voit que c'est clair et que le 9 le regarde. C'est le troisième qui déclenche, voilà, qui commence à avoir sa course pour, après, c'est le 9 voilà, qui choisit. Ok. Ça permet donc, et le deuxième, surtout important, de rester assez fixe. Donc, il ne bouge pas. En fait, je lui demande voilà, de laisser passer le troisième parce qu'il soit devant lui pour voilà, pour pas gêner la transmission. Très bien, très bien. On a 4 minutes devant nous. On va les utiliser pour parler de la cellule de relance après le 10, éventuellement sur une balle rapide, hein, donc plutôt balle rapide. On essaye de sortir de la zone de pression. Très vite le ballon. Ouais. Vas-y, Seb. Si je peux, Michel, nous, on a une structure qui est encore différente. On a une structure en diamant. C'est-à-dire qu'il y a 3 plus un 3/4 à chaque fois derrière disponible. Ouais. Oui. François disait qu'il y avait la possibilité de sortir avec le 10 dans le dos ou un rapide dans le dos. Voilà. C'est vrai que quand je parle de triangle, tu as raison, ce n'est pas très approprié. Il faut plutôt maintenant systématiquement penser au rapide dans le dos pour jouer en 2 rideaux, quoi, en fait. Hein. Voilà, soit le 9 pour le rapide, soit par l'avant et après dans la dos. Tu as raison. Diamant. C'est plus précis. Ok. Cellule après le 10. Voilà. Ben Seb, si tu veux, toi, quelle est ta cellule après le 10 sur ballon rapide, si tu en as une? Non, sur ballon rapide, après le 10, il n'y a pas de cellule. C'est toujours la même. C'est toujours la même qui est utilisée. Et sur ballon rapide. Jeu libre. Ouais. D'accord. Avant 3/4 mélangés. Tu ne mets pas les avants devant, tu ne mets pas les avants derrière, tu mets avant et 3/4 mélangés, tout le monde joue pareil. Non, si jamais c'est ballon rapide, les avants sont plutôt là derrière la ligne de 3/4 pour la conservation. D'accord, ok. Et le soutien. Parfait. Quelqu'un veut… On a le diamant aussi après le 10. Donc on a un triangle avant le 10 et un triangle après le 10. Et avec un centre derrière alors? Derrière les 3 quarts. Ouais, avec les 3 quarts derrière le. Donc on a une deuxième bloc d'avant après le 10 en haut et puis tous les 3 quarts derrière. D'accord. On va pouvoir jouer bien en profondeur ou même dans le dos parce que même si on serre les avants peuvent jouer encore dans le dos. Ok. François ou Rémus, votre cellule éventuelle Moi, j'ai les deux types de situations avec soit dans la communication collective, on va dire, soit on fait passer un avant en coupe et on joue dans le dos, soit on joue avec les arrières en lecture si vraiment il y a de la vitesse. Et à ce moment-là, les arrières passent devant, les avants restent derrière, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, ok. Rémus? J'ai deux styles en fait. Celui-là, si par exemple on joue large et le ballon est rapide, ça revient. Donc là, comme il y a les gros, en général, je mets pareil 3 mecs derrière après le 10. Et donc c'est surtout le deuxième qui prend le ballon, qu'on privilégie pour une passe un peu plus longue, le deuxième pour avoir un soutien axe enfin, à droite à gauche, avec la possibilité de faire la passe du deuxième soit en plus au troisième, soit en Y, on appelle ça, pour le centre derrière, pour le jeu large. Donc ça, c'était vraiment sur le ballon quand on retourne, voilà, sur le retour, sur le ballon rapide, quand il y a le retour
Mais après, si c'est même sens, en général, parce que par rapport à mon organisation, une troisième ligne qui se met à l'extérieur, et donc je l'utilise pareil en coupe, et soit le 10 donne pour le troisième ligne, soit par derrière pour jeu plus large. Et c'est même sens. D'accord. Ok. Parce que bon, les gros, ils sont pas. Parce que voilà, les gros, ils sont pas, ils n'ont pas le temps d'y être. Donc, en fait, voilà, même si j'ai un premier temps de fixation, en fait, mon troisième ligne, il part déjà large. Comme ça, je peux l'utiliser en deuxième temps si jamais c'est le même sens. Tu as une circulation offensive, tu dis que les avants, ils n'ont pas le temps d'y être. Ça veut dire qu'en fait, tes avants, tu leur demandes pas de rester sur des zones. Ils bougent partout, tes avants. Et ton troisième ligne, Non, c'est surtout les troisièmes lignes. Les deux troisièmes lignes, je leur demande d'être dans les 15. et si c'est rapide, ils se rapprochent à côté du 10? Parce que là, tu parlais d'une Voilà, troisième ligne qui voilà, venait à côté du 10. c'est ça. En fait, voilà, c'est juste quand je leur dis d'être à l'extérieur du 10, qu'il soit premier, que ça fasse le premier centre, quoi, en fait. Que ça fasse 3 centres. Donc, du coup, je l'utilise comme premier centre, mais qui vient couper. Et voilà, et le deuxième centre, le premier centre, je le fais. Et ils comprennent ça, les troisième lignes, c'est-à-dire mets-toi dans les 15. Et puis, ils ont eu un peu de mal avec lui. quand c'est rapide, tu viens faire une coupe au milieu du terrain. Enfin, Voilà, tu vois, je suis assez surpris. c'est systématique, ouais. C'est bon, là, voilà. Donc, après, j'en ai, voilà, j'en ai 3 qui comprennent, j'en ai 2 qui un peu moins, qui sont, voilà, ça dépend de morphologie des joueurs aussi. Ok, parfait. On a parlé un peu de circulation, hein. On a vu qu'il était possible de faire des relances sans circulation dans certaines situations, notamment sur du jeu rapide quand on veut dynamiser. Des séquences où tout le monde en fait s'adapte à la situation, quel que soit son numéro dans le dos. On a vu qu'il y avait des animations qui étaient liées typiquement à la circulation, hein, c'est-à-dire des joueurs préplacés et qui vont avoir des rôles bien définis selon la vitesse de sortie du ballon et le gain de la ligne d'avantage. D'accord. On a défini qu'il y avait, ou en tous les cas, on a balayé qu'il y avait possiblement différents types de structures, hein, en diamant, comme le disait Seb, ou en râteau, et qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut faire des choses simples, passer et taper. On peut faire des choses relativement simples, passer et donner à l'extérieur. Et puis, on peut faire des choses plus complexes, entre guillemets, plus techniques, prendre, donner dans le dos, voire éventuellement avoir des mouvements et des courses, hein. Alors, on n'a pas parlé de redoubler. On n'a pas parlé de croix, hein, c'est-à-dire le 10, par exemple, un avant qui vient croiser. Et voilà, il y a des animations qui peuvent être sur des timings et des axes de course différents. Mais en tous les cas, c'est des animations qui restent complexes, hein, quand on commence à mettre en vitesse des joueurs, voilà, donc qui nécessitent beaucoup de répétitions. C'est bon pour tout le monde? Tu as parlé des redoublés. Ouais. Tu as parlé des redoublés. Moi, j'aime bien faire une redoublée avec le 9, avec un bloc qui arrive, surtout sur des sorties, en fait, dans le tempo. Pour moi, il y a 3 catégories de sorties. Sortie rapide, sortie dans le tempo et sortie lent. Dans le tempo, ça veut dire que la défense est en train de se replacer, elle est quand même plutôt organisée, mais le ballon sort, on va dire, dans une vitesse, on va dire, acceptable. Et là, j'aime bien utiliser le 9 en redoublé de ce bloc, et après, avec des courses convergentes, des 3 quarts centres, il y avait possibilité de jeu dans le dos, s'il y a un esprit qui vient également. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant ce que tu dis là sur tes 3 notions en fait et tes 3 lectures de vitesse de sortie, c'est-à-dire tu n'as pas que rapide et tu n'as pas que lent, hein, ou je ne sais pas après comment on peut, mais dans le tempo. C'est quoi les observables? Qu'est-ce que tu donnes comme repère? C'est quoi une sortie rapide? C'est quoi une sortie dans le tempo pour les joueurs? Sortie rapide, pour moi, c'est surtout lié à l'organisation défensive en fait. Sortie rapide, c'est quand la défense elle est désorganisée, le ballon sort, on est davantage sur une lecture. Sortie dans le tempo, là on est davantage sur on va dire on envoie le ballon en bout de ligne, il y a un maul qui est en train de se structurer, mais il est assez surpris. Le ballon est disponible. Moi, à partir du moment où le ballon est disponible, j'ai pas envie de dire à mon joueur, à mon relayeur, faut mettre le pied sur le ballon et ralentit tout, on va repartir sur un ballon lent. Moi, j'ai horreur de ça. Je leur demande d'utiliser le ballon et justement par rapport à ça, comme quand même la défense est relativement organisée, on essaie de trouver des articulations qui permettent de maintenir la vitesse d'exécution et avec des directions de course appropriées. D'accord. Et par exemple, pour parler de ta redoublée sur cellule avant entre le 9 et le 10, on est d'accord, hein, donc la cellule se rapproche un peu plus, on va faire une redoublée.
Tu l'utilises dans le tempo ou lent, balle lente? Plutôt dans le tempo. D'accord. Plutôt Donc, dans le tempo. première Parce avant que, se présente très vite et on redouble très ouais, vite sur une balle rapide quand même. ouais, voilà, tout à fait. Alors pourquoi dans le tempo? Parce qu'il y a des il y a des joueurs qui sont toujours en mouvement. Alors que sur Mhm. les ballons là, on les a pas en mouvement. Et le mouvement crée quand même du doute dans la défense. La défense va arriver un bloc de 3 joueurs, par exemple. Hop, ils se disent, OK, ils vont venir taper. Hop, eh bien non, le 9 joue quand même. On garde toujours le principe des joueurs du milieu. Pam, redoubler avec le 9. Et derrière, tu peux avoir des centres qui viennent avec des directions de course négatives. Et éventuellement, si tu as un ailier disponible qui vient jouer dans le dos, tu peux jouer dans des zones différentes. D'accord. OK. Très bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est intéressant cette notion de faire lire à la fois la vitesse de sortie, hein, bien sûr, mais aussi lire la défense et de définir, elle est organisée, c'est-à-dire qu'elle occupe des espaces, d'accord, mais elle peut occuper des espaces en étant sur les talons. Elle peut occuper des espaces en n'ayant pas le temps de circuler, de changer. Elle peut occuper des espaces sans armer hein, en fait le pressing défensif, c'est-à-dire pointer du doigt, être prêt à bondir hein, sur la défense, sur l'attaque. Donc cette défense-là, elle peut être dans les espaces, elle peut être organisée, mais elle est encore fragile en fait. C'est ça que tu dis. Et toi, tu utilises Ouais, les sorties dans le tempo avec des animations différentes. Très bien, tout à fait, tout à fait. parfait. OK. Donc la deuxième partie, ben, on va essayer de creuser les aspects soutien offensif peut-être. Hein. Donc on parlait de connexion, hein, des soutiens, de repères, comment on les fait intervenir. Voilà, si vous voulez, je vous mets un petit clip là-dessus, hein, si ça vous intéresse, pour qu'on se refixe un peu les idées des différents types d'intervention des soutiens par rapport aux porteurs, hein, dans nos animations. Hein. Et voilà, c'était quelques extraits de situations où on a de l'efficacité ou moins d'efficacité, hein, du soutien offensif par rapport à un porteur qui se présente devant ou qui passe derrière la défense. Quelles sont les clés, les principes d'efficacité pour vous, justement, hein, que François a commencé à en parler un peu tout à l'heure, sur soutien, enfin connexion soutien-porteur? Comment vous les travaillez? Qu'est-ce que vous mettez en avant très vite comme principe d'efficacité? Bien, Allez-y, alors, ça va. François, tu veux rebondir? ouais, alors on essaie quand même de travailler beaucoup sur la communication parce que c'est important de savoir quand on est soutien, de savoir exprimer au porteur la zone dans laquelle on est, si on sort, de quel côté on sort, même si le porteur, bien sûr, c'est lui qui décide de tout, mais c'est important de savoir et aussi de savoir lire ce qui se passe. À savoir, est-ce qu'il y a un défenseur qui bloque les bras de mon porteur? Est-ce que mon porteur va pouvoir me lâcher un ballon dans la chute, par le sol? Tout ça, il faut développer, je pense, toute une gamme de communication, même dès chez les très jeunes, pour que les joueurs, collectivement, aient un langage commun et qu'ils sachent s'exprimer par rapport à une situation de jeu. Ça, je pense que c'est super important. Aujourd'hui, on parle du développement de joueurs, on est quand même beaucoup plus sur le développement physique, athlétique, purement technique. Mais là, on est quand même sur des choses super importantes qui sont très réduites. La cellule, le porteur soutien et la communication qui va avec. D'accord. Principe d'efficacité, ça vous inspire quoi, les mecs? Comment vous le travaillez? Comment, voilà, quels repères vous donnez aux joueurs? Qu'est-ce que vous expliquez? Comment vous... Ouais, il manque souvent de la profondeur, quoi. Il manque souvent de la profondeur. Les mecs arrivent haut. On a bien vu, même là, sur une vidéo, il y a peut-être un premier soutien qui passe à vide, qui arrive trop tôt. Donc, c'est souvent le soutien qui est plus axe, qui peut jouer la continuité. On a souvent ces situations-là et par chance, il y a de la continuité, mais si tu es bloqué, il y a du mal. En tout Tu vas cas, être encore, tu peux être inefficace dans la continuité, mais si tu es trop en avance, tu es surtout zéro efficacité dans la conservation. Tu n'as aucune chance d'être utile dans la conservation. D'accord. On a parlé donc enfin on parle de com, et on introduit les notions de communication, de profondeur qui est peut-être liée au timing d'intervention.
C'est-à-dire que ta profondeur, tu la crées peut-être en ralentissant ta course. Hein, c'est ça qui va te créer ta profondeur. Donc, la notion de timing, elle permet aussi non seulement de peut-être de parler de distance, de bonne distance d'efficacité pour intervenir debout, en continuité, en conservation vis-à-vis du porteur, mais elle permet aussi, la notion de timing, de parler d'accélération et de vitesse. C'est-à-dire que tu peux avoir de la profondeur, mais si tu es sans vitesse et en incapacité de réaccélérer, tu peux être très profond. Ou si tu es très en profondeur, mais que tu es en bout de course et que non, c'est la bonne distance et de la vitesse, quoi. C'est la notion de timing peut-être. Tu vois, Aurélien, ce que je veux dire? Et moi, je demande beaucoup de partir en retard, quoi, de donner des timings sur la passe, sur la réception du ballon. Et je demande au soutien de partir plus en retard. Donc, j'insiste sur ça. Mais là, je crois que mes joueurs, il faut le prendre plus tôt dans la formation parce que c'est un boulot très précis et qui demande lecture et départ en retard là, sur les donc, il y a la communication, François, ouais, je te remercie parce que moi, je ne la mets pas assez souvent et je mets beaucoup plus de lecture sur les timings de départ. Mais quand même, mes joueurs sont un peu trop hauts, quoi, et on perd un peu de ça. Un peu d'efficacité. On va creuser ça. Bon, vraiment, je m'excuse, on va être un peu large encore, bien sûr. Il y a tellement de choses à parler en précision, en détail. Vraiment, si on avait le temps, ce n'est pas le cas. Donc, on va parler de repères. Qu'est-ce que le joueur doit observer pour avoir le bon timing, en fait? Qu'est-ce que vous lui dites à observer? Et de communication. Quelle est la communication selon les situations? D'accord, on s'accorde 2 petits chapitres là-dessus. Quels sont les repères pour avoir les bons timings? Le soutien, qu'est-ce qu'il doit voir et il réagit par rapport à quoi? Bras libre du porteur. Bras libre, ça veut dire quoi en fait? Donc, il a un observable, ça veut dire que tu peux te préparer à quoi et tu vas lui demander de faire quoi s'il a les bras libres? Les bras libres, est-ce qu'à partir du moment où il a les bras libres, il peut faire une passe? Donc, à partir de là, lui communiquer l'information que je sors à droite, par exemple, où on voit que le porteur est en train il est dans la chute, il est en train de plaquer. On appelle le pop, par exemple, le pop se relève le ballon et moi j'arrive dans le timing, tu vois. D'accord. Voilà, pop. Si c'est chic, par exemple, c'est tu me libères le ballon, chicken, quoi. La passe offload, quoi. Voilà, tout ce genre de petites infos que le porteur a et instantanément, il est capable de le faire ou pas s'il a les outils techniques. Tu avances déjà sur le sujet mais sur le sujet timing, donc déjà tu dis bras libre, prépare-toi à une solution de passe, c'est-à-dire commence à te positionner et à savoir quel code tu dois dire, bras libre. Est-ce que bras libre c'est suffisant? Est-ce que le mec qui est percuté par j'en sais rien, un gros plaqueur, il est percuté, il a les bras libres, mais il recule de 2 mètres, il a les bras libres. Est-ce qu'il va avoir le même timing? Non, garde. Donc bras libre et quel autre repère peut-être par rapport au Défenseur, forcément. défenseur ou enfin déjà voir si le porteur est vraiment dans l'avancée, s'il est en équilibre. Tu vois, s'il est déséquilibré, même bras libre, je ne vais pas avoir la même capacité à demander une passe. Tu vois, donc la notion d'équilibre et d'avancée. Tu vois, là, les repères, c'est les hanches, les pieds. Est-ce qu'il a les pieds droits et qu'il continue à avancer? Tu vois, enfin, tout ça, ça va très très vite, on est d'accord, mais ça se travaille par contre. Ça, c'est une certitude que ça se travaille. Donc bras libre, équilibre et avancé. L'ancrage au sol aussi. L'ancrage au sol est important, quoi. Si tu as le défenseur qui te prend, qui te lève une jambe, même si tu as les bras libres, tu es plus en difficulté, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Donc, voir déjà s'il a les 2 pieds au sol, s'il a des appuis forts, s'il est capable encore de travailler ou alors s'il est dominé dans le plaquage. Exactement. Dans le plaquage, dans le inconscient, quoi. Ça, ok. Bras libre, capacité à maîtriser donc la passe, c'est-à-dire à être en équilibre si possible. Sinon, c'est une passe à risque. Et là, vous coupez ou vous coupez pas, vous autorisez ou vous autorisez pas. Le mec qui est en déséquilibre à l'aveugle et qui fait des passes, soit vous lui dites bravo pour la prise de risque, soit de temps en temps vous lui dites bon ben c'est pas ça, c'est une passe à risque. Bras libre, équilibre, avancé. On voit souvent, Michel, sur les… Pardon, Ouais. je te
une parenthèse, on voit souvent des mecs plaqués à deux, ils sont presque en situation de… Ils sont dominés, mais ils arrivent, mais s'ils sont euh, derrière les défenseurs, ils arrivent à faire l'offload. Ils sont en équilibre et ils sont derrière. Donc, effectivement, l'avancée, si tu avances devant la ligne d'épaule, la tête basse, en étant très regroupé, centre de gravité très bas, ça va être difficile de faire une passe. Hein. Tu es en avancée, mais tu n'es pas en équilibre, en fait. Par contre, si tu avances ou même si tu n'avances pas, mais que tu es derrière la ligne d'épaule, tu es en équilibre, des bras dégagés, tu es peut-être arrêté, mais tu es suffisamment, tu maîtrises suffisamment ton corps et notamment là, hein, la zone autour là pour faire des passes, plutôt que voilà d'être complètement dans le contact, quoi. Donc la notion d'équilibre, c'est complémentaire et en même temps un peu différent de la notion d'avancée. Tu parlais aussi, on a parlé aussi, Rémus a abordé aussi la situation, que ce soit debout ou même quand tu es au sol. Tu regardes s'il a les bras libres, s'il est en équilibre au sol, hein, s'il est prêt à faire la passe, si voilà, il avance ou pas, s'il est debout. Et puis Rémus disait la densité de joueurs, c'est-à-dire que s'il est tout beau, il peut faire la passe, mais qu'il y a déjà 3 mecs dans la zone du ballon prêts à intervenir ou quasiment prêts à intervenir, la passe, elle peut être un peu plus délicate. Et puis surtout, tu vas prendre une passe avec beaucoup de pression, quoi. Donc la densité autour de la zone de contact génère un autre comportement de soutien, quoi. Et il y a aussi la posture du joueur, s'il est déjà baissé, s'il est déjà en train d'engager un duel, automatiquement, difficile de lui demander de faire la passe en même temps. Donc, on va automatiquement avoir une posture, nous, en tant que soutien, on va avoir une attitude différente. Est-ce qu'on va venir impacter? Est-ce qu'on va venir plutôt déblayer, se dire qu'on va, comme on n'aura pas le ballon, on se dit si on est premier soutien, est-ce qu'on va plutôt déblayer sur le porteur, sur le plaqueur, pardon? Est-ce qu'on va plutôt impacter sur le porteur? Il y a ça aussi. Ok. Je vous invite à regarder la petite visio qu'on a faite sur les soutiens offensifs au contact. Il y a François Ratier qui est au Canada, qui a une méthode un peu anglo-saxonne, hein, de travail. Alors c'est sûr qu'on est des latins, hein. C'est sûr que ce n'est pas à montrer peut-être aux joueurs on ne fait pas de la théorie avec les joueurs, on les entraîne, hein. Mais par contre, pour se fixer les idées, les anglo-saxons, ils ont des checklists. Le porteur, hein, François nous racontait, le porteur, il a une checklist de comportements à avoir quand il engage un duel, quand il est au contact, quand il passe au sol. C'est 3, 4, 5, 6 comportements, tu disais posture à avoir ou action à faire, d'accord, les reprises d'appui, enfin bon, il a cette checklist-là. Et en face de cette checklist-là, en fonction de chaque situation et à chaque comportement, s'il ne peut faire que les 2 premières, le soutien, il va avoir sa checklist. S'il arrive à faire tout, passer derrière, avancer, etc., le soutien, il va avoir un autre type de comportement. Ce n'est pas du tout destiné aux joueurs, c'est juste destiné, nous, à maîtriser un peu nos principes d'action dans l'entraînement, en fait, pour mieux les expliquer encore, quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant voilà, c'est anglo-saxon, mais en tous les cas, de hiérarchiser les comportements du porteur et de mettre en face les comportements du soutien, quoi. Tu vois, notamment par rapport aux postures, aux situations, etc. Et ensuite, si entre les 2 checklists, tu veux porteur et soutien, ben, tu as les bons codes, peut-être que tu vas avoir un maximum d'efficacité. On parle un peu de la communication et des codes, justement. Qu'est-ce que vous utilisez, Rémus? Est-ce que tu utilises des codes dans les passes au contact, dans les passes près de la défense, dans les passes derrière la défense? Est-ce que tu as des codes? En fait, les repères que je leur ai demandé par rapport à… Voilà, on a franchi le premier rideau. Le soutien offensif, je lui demande forcément de se focaliser le plus possible sur le ballon, que le ballon. Pourquoi? Parce que voilà, après, parce qu'on disait la checklist du porteur du ballon, lui, il doit se débrouiller à avoir les mains libres, à vibrer le ballon. Dès qu'on est on sait qu'on est sur la ligne d'avantage, sur la ligne de front, par exemple, on n'a pas franchi la ligne d'avantage, le soutien, je lui demande voilà, de se focaliser que sur son copain qui a le ballon. Justement, voilà. Et ensuite, quand on est en dedans de la ligne d'avantage, je lui demande d'aller au déblayage, de se focaliser donc sur le défenseur qui vient gratter, qui est en position d'avantage, et donc du coup de le sortir de cette zone. C'est juste ça que j'ai fait comme checklist, en gros. Oui, non, mais c'est très bien. Voilà, Okay. après, et en termes de communication,
en termes de code? Est-ce qu'il y a, En est-ce bas, qu'ils parlent, ils voilà, se parlent entre eux? tout à fait. Bon, après, repère simple, droite, gauche, près, loin, mais surtout, quand on va en bas, lâche. Moi, je suis plus en lâche. Lâche, D'accord. et après, à nous de s'adapter, de se lâcher, parce que, après, ce qu'on dit, quand on dit lâche, ça veut dire qu'on y est, mais après, on ne sait pas comment les attitudes du porteur du ballon. Et donc, ça veut dire que voilà, il peut faire un offload, il peut faire. Il y en a qui sont capables de jeter le ballon comme il faut, il arrive où il faut. Il y en a qui ne sont pas capables. Donc, lâche, ça veut dire voilà, tu donnes un repère que il peut donner le ballon, il peut te donner le ballon. Il a la possibilité en fonction de cette défense, s'il n'y a pas trop de densité, si voilà. Ok. Mais voilà, c'est très limité comme checklist. Ok. Sébastien, est-ce que tu as des codes de communication pour la continuité? Non, non. Il n'y a pas de. Après, pas là-dessus, toi. Près, loin, comme a dit Rémus, gauche-droite, voilà, la communication efficace, mais non. Et puis moi, pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, je travaille uniquement si le ballon est disponible. Et ben, priorité à toujours garder la vitesse. Donc, c'est soit avancer si le ballon est disponible, soit faire avancer si jamais le porteur, le ballon n'est pas dispo et le porteur a déjà un gars sur le paletot, quoi, pour venir débêter. Ok, ok. Faire avancer comment? Intervention sur le copain, comme disait Rémus? Ouais, avancer sur le porteur, enfin protéger le ballon et le copain venir faire avancer, quoi. On va créer une sorte de molle. On va pas essayer de passer par le sol ou essayer de faire avancer en tout cas Ok, pour ok, gagner cette ligne d'avantage, pour la sécuriser. d'accord. Pareil, petite parenthèse, visio sur les soutiens offensifs au contact. Donc, il y a les interventions sur le porteur façon poutre, on avance à quatre jambes, etc., etc. Mais il y a d'autres types de principes maintenant d'efficacité pour Moi, j'ai une très bonne, continuer à moi, avancer j'ai au une très bonne contact. vidéo. Les types d'intervention maintenant, le ciblage, le target en fait du soutien offensif, c'est plus le copain quand il est dans le contact, c'est le méchant pour lui enlever de la pression. C'est-à-dire, je vais plaquer le plaqueur en fait. Mais parenthèse C'est ça. refermée, c'est dans la visio. Chacun après ses principes. François, au niveau code, communication, tu utilises quoi? Ouais, ouais, on a des codes pour quand le soutien demande, par exemple, au porteur de balle, quand il passe par le sol notamment. Alors, bon, s'il a les bras libres, il peut, il pop pour le ballon. Sinon, c'est travailler au sol. Donc, on a des codes pour où y aller, ou avec les coudes pour essayer d'avancer, Là, ou le soutien dit quoi, par exemple, avance ou coude, coude? tout D'accord, il bêtement. lui dit, d'accord, ok. Coude pour travailler sur les coudes. On a Ça, un c'est le code. soutien qui le dit. D'accord. Ouais, c'est le soutien qui communique. Si par hasard il voit le joueur qui tombe, c'est le soutien qui communique coude pour travailler ou travaille pour essayer de faire demi-tour et de libérer le ballon. D'accord. Ortho pour demander le ballon pour une transformation directe du jeu. Bulle pour si je rentre dans la défense, je suis debout, je suis au contact, je viens impacter, bulle. D'accord. Bulle, ça on forme un mol et on avance collectivement. Ok. Voilà, on a plusieurs codes comme ça. Et dans la continuité, Roule pour demander aux joueurs de rouler. ok. Hop, continuer de travailler. Et dans la continuité, dans les animations, les cellules, justement, est-ce que qui parle? Est-ce que, par exemple, quand il y a la coupe, c'est la coupe qui parle, tout le monde parle, ou est-ce qu'il y a des Alors, priorités on dans a les une codes? codification en préaction. On a le joueur du milieu, le joueur à gauche, le joueur à droite avec des codes couleurs. Bon, voilà. Et D'accord. le joueur dans le dos. Et à chaque fois, alors, moi, je demande beaucoup à ce que le 10 commande le jeu. Des fois, c'est le 9, des fois, c'est le 10. Mais là, chez nous, c'est surtout le 10 voilà, qui est prioritaire, on va dire, dans les choix de jeu et dans les options. D'accord. Il y a une option, il y a un code qui est donné à l'avance, hein, on va faire ça. OK. Et si il y a une option qui s'ouvre, l'option parle et elle est prioritaire, comment tu arrives à Ouais, donner de après, l'efficacité bien dans les sûr, choix, en fait? ouais, bien sûr, il y a une partie de lecture, quoi. Si, par exemple, le porteur, il voit qu'il y a, ben, même s'il le dit, s'il demande le ballon, mais s'il voit que la défense en face, elle est en train de glisser ou de partir, ben, bien sûr, il a la possibilité de faire le choix. De toute manière. Et après, OK. tout le monde doit s'adapter, c'est évident. Hein. OK. OK. Au niveau des priorités données dans les codes, dans la communication, est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Est-ce que ça vous parle, justement, en termes de com? Ah, moi, je retrouve ça, roule, tout ce que tout cet là, ouais, forcément.
D'accord, ok. Pour parler de priorité, fut un temps, par exemple, sur certaines équipes, on systématisait les jeux dans le dos. Donc, en fait, le jeu naturel, le jeu sans parole, le jeu sans parler, c'était le jeu dans le dos. D'accord. Vous voyez ces cellules de trésiste, hein, le jeu des Anglais, le jeu international, hein, le jeu du 13, c'est-à-dire qu'on va créer un 1 plus 1, hein, c'est un 2 plus 1, et on va attaquer un mec à 2. Donc la coupe et la dos tout le temps, hein, comme les trésistes. Et là, donc, c'était systématiquement jeu dans le dos sans parler, on sortait tout le temps dans le dos. Et seulement les options parlaient, en fait, seulement les coupes parlaient. Ou si tu fais une croix et autre chose, ça sortait dans le dos, et s'il y avait option de la croix, c'est la croix qui parlait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour prioriser les codes, pour pas qu'il y en ait trop, en fait. Parce que le danger, si on a chacun un code, je suis en sauté, je suis en croix, je suis dans le dos, je suis en plus, enfin, ou premier, extra passe, quoi. Si tout le monde parle, le porteur, il n'est pas plus aidé, quoi. Parce qu'en fait, il ne sait pas qui il va servir. Il y a peut-être une priorité à donner entre l'intention de départ et le choix dans l'action. C'est ça qui est dur, c'est choisir vraiment dans l'action. Voilà. Donc, après, ça peut être l'inverse, ça peut être priorité, jeu sans parole, première ligne, donc les passes, les plus, les sautés, ce genre de choses-là. Et par contre, le jeu dans le dos est l'option. Voilà, chacun après peut construire son lexique et sa manière de se parler, quoi. Voilà. Très bien, je crois qu'on a vu pas mal de choses. On est allé assez vite, comme je vous disais, c'est un peu frustrant parce qu'on passe très vite sur certaines choses, il faudrait creuser. On va s'accorder la petite foire aux questions, c'est-à-dire que chacun a peut-être une question, une remarque à faire, hein, complémentaire à tout ce qui vient de se dire. Et on finira là-dessus. Il nous reste un peu moins de 7 minutes, 8 minutes, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer par une première question? Si on parle pour la communication, pour revenir à cet argument-là, et à quel moment, si on peut redonner quelques repères là, parce que si je communique quand j'ai déjà le ballon dans les mains et au moment de faire la passe, c'est peut-être tard pour mes soutiens dans la cellule. Et est-ce qu'il y a moyen qu'on communique avant ou quels repères vous avez? Vous, c'est toujours le porteur quand il reçoit le ballon qui communique ou c'est… Quelqu'un veut répondre? Le porteur peut avoir une intention, d'accord? Il a eu le temps, admettons, de lire devant, de lire ou d'entendre que les espaces sont libres à l'extérieur. Il a le code qui vient des ailes en disant il nous faut le ballon, on est dans les couloirs, il n'y a personne, on veut le ballon. Donc le porteur peut s'attendre à faire sa passe lointaine. Ça, c'est l'intention du porteur. Pour autant, quand il y a de la communication, ce n'est pas de la communication stratégique. C'est pas le porteur qui va dire on fait des passes loin, on va. Non, c'est de la communication pour rentrer dans des espaces qui s'ouvrent. C'est de la communication dans l'action. Donc en fait, c'est certainement beaucoup plus les soutiens qui vont parler que le porteur, tu vois, dans l'action. Je peux avoir une intention de départ d'envoyer loin, mais s'il y a un mec qui vient en coupe parce que toute la défense a glissé et on va attaquer l'épaule intérieure, je vais servir la coupe au dernier moment. Mais ce n'est pas moi qui vais l'avoir décidé porteur, c'est le soutien qui m'a aidé à prendre la décision dans l'action. Est-ce que Ouais. je réponds à ta question à peu près? Oui, parce qu'évidemment, on demande beaucoup au 10 de communiquer, comme François, et le 10 communique beaucoup les choix tactiques avant, en amont. Et c'est vrai que dans Voilà. l'action, c'est un peu tout le monde, ceux qui voient les espaces, et ça se passe comme ça, effectivement. Ouais. Le choix, donc le 10, le 12, hein, le rapide derrière la cellule des avants au milieu du terrain, ils peuvent avoir l'intention en disant balle, on va vite aller loin, passe-moi dans le dos, etc. Et puis au dernier moment, la défense glisse et l'avant qui est pas très con, il prend l'épaule intérieure, il va rentrer comme dans du beurre. Hein. Donc il faut, voilà, c'est cette capacité d'adaptation dans l'action et dans l'animation offensive qui vient par la communication des soutiens. Qui se rajoute à la première intention des décideurs et des porteurs. Quoi. Voilà. Non, mais on peut faire une checklist des communications en amont et des communications dans l'action, quoi. La communication stratégique, ce qu'on prévoit à l'avance, et après le tactique, c'est ce qui s'adapte. Okay. D'autres questions?
Au niveau donc de l'efficacité des soutiens, hein, pour faire un petit résumé, on a dit que la connexion, hein, l'efficacité, hein, de la relation entre le porteur et le soutien vient de beaucoup de choses, donc des capacités de lecture, mais vient donc des notions de timing qu'il faut travailler, hein, donc le placement, les bonnes profondeurs, mais aussi les bonnes vitesses d'intervention et de réaction, et de la com. Hein, donc l'équation, c'est connexion, c'est égal timing et communication, quoi. Et ça se travaille et ça se répète, y compris, comme comme le disait Rémus, dans les cellules, hein, dans les cellules de relance, hein, travailler en permanence ça. On finit juste pour peut-être se faire plaisir. Quels sont donc les ingrédients presque un peu plus identité de jeu, culturelle, les ingrédients basiques, hein, pour réussir des animations et avoir de l'efficacité dans les soutiens, hein, offensivement? Ouais. Je trouve que dans la sélection de vidéos que tu as mises, il y a les essais de l'équipe de France qui font plaisir, quoi, parce que on voit des joueurs qui se remettent tout de suite en jeu, qui se rendent disponibles, qui se déplacent intelligemment par rapport à des directions de course, à des porteurs de balles qui ont les bras disponibles, bon, donc, je trouve que les essais d'équipe de France sont chouettes, et il y a l'essai japonais quand même, c'est génial, avec une succession on voit les directions de course qui convergent, on voit 4-5 joueurs qui viennent en rafale, et ils arrivent à faire des passes sur la défense, devant la défense, en tombant dans le plaquage et tout. Enfin, cet essai est magnifique. Et ça vient de quoi? C'est quoi les ingrédients pour toi là-dessus? Je pense que collectivement, c'est des joueurs qui ont développé d'excellentes qualités de transmission, de timing de course, de cellules de joueurs qui s'adaptent très vite. Par exemple, dès qu'il y a un joueur qui rentre dans la défense, automatiquement, on a vu des joueurs qui viennent converger. Ouais, je pense que c'est beaucoup de travail. Et des joueurs qui physiquement au top. Qui se déplacent hyper vite, hyper réactifs. C'est peut-être ce qui est le plus dur à entraîner chez nous, parce qu'on peut rendre des joueurs plus rapides, hein, on peut leur faire comprendre des choses en théorie, mais peut-être que par rapport aux joueurs que l'on a, ou nos expériences, à l'identité, rabâcher sans cesse, hein, que l'ingrédient essentiel, hein, c'est quand même d'abord pour le porteur la volonté de jouer des duels, quoi, pas taper dans des troncs, quoi, hein. C'est bateau, mais en fait, si tu n'as pas cette volonté-là, voilà. Donc c'est au niveau jeune et amateur, peut-être c'est complexe, hein, déjà de donner des intentions permanentes de duel, quelles que soient les situations, hein, même sur des cellules de relance balle lente, à un moment donné, prends une épaule, fais des steps, reviens sur voilà, crée du danger, quoi. Donc la volonté. Et remets-toi en jeu quand tu tombes dans le sol. Voilà. Super vite. Ouais. Donc on allait finir là-dessus, mais la réactivité des soutiens, c'est-à-dire cette volonté-là d'enchaîner l'action, hein, voilà, et a fortiori, effectivement, quand tu es porteur, remets-toi en jeu, que tu es au sol, remets-toi en jeu. Donc le jeu sans ballon, ça va être l'objet d'une autre visio, mais donner l'envie aux joueurs d'enchaîner les tâches. Et c'est des tâches à très haute intensité, puisque là, on est dans le contact et dans l'action, hein, c'est des relances, c'est de l'animation offensive. Donc, de mettre de la vitesse, y compris quand tu es un leurre, fais tout avec de la vitesse, quoi. Ça, c'est très dur pour nous, je trouve, hein, au niveau de nos joueurs, de faire prendre conscience, comme tu disais, d'être disponible tout le temps et de faire tout avec vitesse, même si tu n'as pas le ballon. Ça, c'est un enjeu. Ça dépend le niveau où on est, mais après, c'est vrai que… On te laisse finir, Rémus, tu prends la parole jusqu'à la fin, ça va être coupé dans moins d'une minute. Moi, je remercie tout le monde, hein, pour ça, et on se voit très volontiers sur d'autres visios, quoi, en tous les cas. On te laisse conclure, Rémus. Merci pour l'invitation. Non, après, ce facteur physique est important aussi, parce que si le mec il voit le trou, il voit il doit être là-bas, mais si physiquement il n'est pas prêt, et s'il n'y a pas la vitesse, ce que tu disais, c'est compliqué. Après, moi je m'axe beaucoup plus sur la technique individuelle du porteur, plus avec le ballon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, protéger ce ballon, comment on va beaucoup jouer avec le ballon pour avoir différentes tâches, différentes situations pour
que le mec a une grosse panoplie, voilà, je rencontre le mec devant et ben, je peux faire une passe comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est plus dans ce style-là. C'est une vraie culture d'équipe et qui est donnée par l'entraîneur, Voilà. quoi, hein, la culture de transmission et vitesse.